gérer son stress? Le stress fait partie de notre quotidien et c'est pour cela que je voulais partager avec vous également cette thématique-là aujourd'hui pour échanger sur en quoi consiste le stress. Donc, il y aura trois parties. Une définition du stress, c'est toujours intéressant de savoir cette fameuse bête, ça consiste en quoi? C'est quoi le stress exactement? Et ensuite, quelles sont les caractéristiques de ce stress, comment il se manifeste? Ensuite, quel est l'impact de ce stress? Parce que les impacts peuvent être quand même assez néfastes pour l'organisme. Et enfin, comment surmonter ce stress-là? Comment faire en sorte pour que ce stress, on puisse le surmonter et vivre, je ne dirais pas sans stress, mais vivre avec un stress plus maîtrisé, plus contrôlé. Alors, hello Shaima. Donc, définition du stress, c'est une réaction biologique à une stimulation qui est extérieure, donc il y a un phénomène extérieur, soit qui est physique, soit qui est psychique ou sensoriel. Et le corps tente de monopoliser toutes ses facultés pour dominer la situation ou bien la fuir. Donc, on est dans une situation de défense. Et pour revenir à cette notion des différents cerveaux que porte l'être humain, qu'on avait abordé lors de la conférence sur comment mieux gérer ses émotions, eh bien, c'est le cerveau reptilien qui réagit. Donc, c'est le cerveau avec lequel donc le stress se manifeste et à travers lui l'émotion de la peur. Alors, c'est un quasi-réflexe qui se décompose en trois phases. Donc, la première phase, c'est l'alarme. Ensuite, c'est la résistance et ensuite l'épuisement. Alors, la phase de choc ou alarme, en fait, elle se manifeste par une accélération du rythme cardiaque, donc le cœur qui bat la chamade. Ça se manifeste aussi par une baisse du tonus musculaire, on se sent fragilisé, et du taux de glycémie, donc le taux de sucre dans le sang. Et ça se manifeste aussi par les pupilles qui se dilatent. On a une meilleure vision, on est concentré, on est aux aguets. Passé cette phase-là, on arrive à la phase de résistance. Cette phase de résistance, le corps, voulant se protéger, sécrète des hormones. Ces hormones du bien-être, l'endorphine, la dopamine, la cortisol. Et à ce moment-là, le stress devient un agent stimulant de l'organisme. Et enfin, il y a la phase d'épuisement. Et c'est là où il y a une question à se poser. C'est que si le stress, ce fameux stress perdure, eh bien les défenses immunitaires vont s'amoindrir et il y aura un état de tension excessive. C'est-à-dire que l'humain sera sensible à toute agression externe. Donc, il devient agressif, il devient dans la défensive. Et ça se manifeste dans cette phase d'épuisement parce que l'organisme est fatigué. Parce qu'on a puisé au niveau de la phase de résistance, mais cette phase de résistance, elle est limitée dans le temps. Et une fois qu'on dépasse ce temps limite de cette phase de résistance, eh bien, il y a cette phase d'épuisement. Alors, quels sont les symptômes de stress? Ils peuvent se schématiser à travers ce visuel, donc soit sous forme de crampes. On sent qu'on a des crampes musculaires, un peu en différents endroits, au niveau des jambes, au niveau des bras. C'est des tremblements aussi. Ça peut être aussi des essoufflements, transpirer, état de sueur, aussi des palpitations cardiaques, ou bien on a dit le cœur qui bat très fort, des angoisses et des sensations de panique par rapport à un événement donné, par rapport à quelque chose que nous avons vu et qui nous a fait paniquer, eh bien, il y a ce sentiment d'angoisse. Alors, ça, ce sont les symptômes de stress. Donc, dès qu'il y a ces symptômes-là, c'est qu'il y a une situation de stress, c'est qu'attention, ça ne va pas. Donc, alors, les facteurs de stress, il y a différents facteurs de stress. Premièrement, c'est la surcharge de travail et j'imagine que c'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent, des choses qu'on connaît
au quotidien, soit c'est dû à différents facteurs. Soit ce sont des fiches de fonction qui sont mal définies. On ne détermine pas le périmètre des personnes, ce qu'ils doivent faire au niveau de leur mission. Donc, tout le monde fait comme tous les autres, sans qu'il y ait de périmètre. Donc, c'est aussi une mauvaise répartition des missions de travail. Ça peut se caractériser par des heures supplémentaires abusives, surtout si vous avez un manager requin et qui vous demande le vendredi soir, comme aujourd'hui à 17h30, de préparer un rapport pour le lundi matin et que ça suppose que vous allez travailler dessus tout le samedi et peut-être même une partie du dimanche. Donc ça aussi, c'est une surcharge de travail. Et travailler en permanence dans l'urgence, c'est aussi quelque chose qui a l'origine de stress. Hein, quand on est dans la partie urgent et important, où tout est urgent, tout est important, c'est plus quoi prioriser. Alors, on se retrouve aussi dans cette situation de stress et des sollicitations répétitives, donc par rapport à la nature de la fonction. Donc, des téléphones à n'en plus finir, des réunions à point de devenir dans une situation de réunionnite. Par exemple, parfois, c'est 4-5 réunions. Et si on se laisse aller, si on ne met pas un point d'arrêt par rapport à ça, si on n'organise pas cette chose-là, eh bien, on a un stress permanent qui est dû à cette surcharge du travail. Autre chose, autre facteur de stress, ce sont les difficultés relationnelles. Alors, les difficultés relationnelles, nous pouvons les rencontrer aussi bien au niveau professionnel qu'au niveau familial, bien entendu. Ben, ça peut être aussi la difficulté à s'exprimer en public, donc des difficultés à donner son point de vue. On a tendance à soit à bégayer ou à perdre ses mots. C'est aussi l'incapacité de dire non par rapport à des choses, donc donner son point de vue et marquer le fait que vous n'êtes pas d'accord, donc de communiquer sa position. C'est la peur de s'affirmer aussi, donc à cette problématique d'estime de soi. On a peur de nous affirmer, donc on est dans l'introspection, on n'ose pas dire notre point de vue, on n'ose pas dire ce qu'on pense, et on intériorise et entretient la rancœur et le ressenti. Et ça, c'est valable aussi bien pour des conflits personnels que des conflits professionnels. Au lieu de dire directement à la personne ce qui ne convient pas, de mettre carte sur table, en fait, de régler le conflit, eh bien non, on entretient ce conflit-là. Et si ça ne se fait pas, eh bien, ce conflit ne fera que perdurer. Il y a aussi les problèmes financiers. Ça, c'est quelque chose que j'avais abordé aussi bien dans la conférence hier, pas plus tard qu'hier, sur la surconsommation et celle sur la liberté financière. Eh bien, les problèmes financiers sont à l'origine de beaucoup de situations de stress. C'est le surendettement, hein, quand on ne fait pas attention et on se retrouve à travailler pour la banque, donc à être surendetté de façon permanente. Et c'est dû aussi à cette mauvaise gestion budgétaire, parce que le fait de ne pas donner, comme j'avais dit hier, de ne pas demander l'autorisation à votre portefeuille, eh bien, ça se matérialise par une mauvaise gestion de votre budget. Donc, vous faites face à une situation, vous arrivez à assouvir un besoin personnel immédiat et en contrepartie, vous devez faire une pression permanente et cette pression se manifeste par cette situation de stress. Il y a aussi ceux qui sont en situation financière précaire et il y en a beaucoup chez nous, dans notre pays, ceux qui vivent au jour le jour, qui n'ont pas d'emploi stable. Je pense à tous ces travailleurs, ces commerçants ambulants, les artisans, les bricoleurs. Et le fait de vivre au jour le jour, ça aussi, c'est une situation de stress permanent, surtout lorsqu'on a un loyer à payer à la fin du mois, qu'on a payé une échéance de crédit, qu'on a surtout une famille à prendre en charge. C'est pas évident du tout. C'est pas évident.
et surtout ce sentiment de culpabilité si le statut social est en difficulté. C'est-à-dire, les situations de crise peuvent arriver à tout le monde par rapport à ça. Mais d'avoir une famille à charge et d'avoir ce sentiment de responsabilité et de se dire, à un moment donné, le fait de se retrouver sans travail, ne pas avoir de visibilité, ne pas avoir de visibilité par rapport à comment je vais faire pour faire face à toutes ces, aux frais fixes, pour ne pas mettre ma famille en difficulté, tout ça, ça génère énormément de stress. Il y a aussi les études. Souvenez-vous, lorsque vous étiez pendant les études, ça aussi, c'est une période de stress. Parce que l'avenir professionnel il est opaque et incertain. On n'a pas de visibilité. Beaucoup de gens ne savent pas exactement, à l'issue de leurs études, est-ce qu'il y aura des débouchés professionnels? Est-ce qu'ils vont trouver leur voie ou pas? C'est aussi la surcharge des cours magistraux, le fait qu'il y ait plusieurs modules avec des charges de travail qui sont importantes. Et il suffit qu'on ne soit pas autonome et organisé, on se retrouve avec beaucoup de stress. Surtout si on attend la veille des examens pour commencer à préparer. Hein? Et poursuivre aussi des études sans conviction. Et ça, c'est malheureusement le cas de beaucoup de jeunes. Ils suivent une voie, mais ils ne sont pas totalement convaincus par cette voie-là parce qu'ils ne savent pas exactement si c'est quelque chose qui les passionne. Pour eux, c'est soit une voie qui normalement devrait leur permettre d'avoir une perspective professionnelle dans un travail salarié ou bien dans une activité libérale, mais sans plus. Que ce ne soit pas nécessairement quelque chose qui vraiment les passionne et qui sont convaincus par leur choix. Et il y a aussi surtout cette pression sociale et familiale en particulier. Parce que les parents veulent que leurs enfants soient mieux diplômés qu'eux, c'est normal, parce qu'on veut que nos enfants soient meilleurs que nous. Et du coup, il y a cette pression sociale. Parce que il faut être… il y a des référentiels, malheureusement, qui me paraissent un peu… qui sont dépassés aujourd'hui. Parce que ce n'est pas parce qu'on est… pour réussir dans la vie, ce n'est pas parce qu'on est ingénieur, diplômé d'une grande école d'ingénieur, ou grande école des commerces, ou qu'on est expert comptable, ou qu'on est médecin, pharmacien, qu'on va nécessairement réussir dans la vie et mener une vie heureuse. Et finalement, c'est cette pression sociale qui fait que la personne vise dans ce stress permanent. C'est-à-dire, est-ce que vraiment je vais être à la hauteur des attentes de ma famille? Est-ce que je vais être à la hauteur des attentes de la société, de mon environnement? Parce que voilà, pour réussir, il faut avoir bac plus 18. Si tu as moins de bac que bac plus 18, c'est que tu n'es pas bon. C'est totalement faux. C'est totalement faux et c'est pour cela que s'il y a quelque chose qu'on peut élaguer au niveau stress, c'est au niveau des études, prendre de la hauteur par rapport à beaucoup de choses et que les parents aussi aient un rôle à jouer par rapport à ça. Ne pas trop dramatiser si les enfants ne réussissent pas la première année, s'ils ne font pas les bons choix au début. On a toujours droit à l'erreur, on a toujours droit de se tromper pour rebondir et faire aussi les bons choix par la suite. Mais autre source de stress, ce sont les enfants. Ah, mince alors. À quoi bon les enfants? Ben oui, les enfants, ils sont magnifiques quand ils sont petits, on les fait grandir. Et puis aussi, il y a les enfants, il y a des sources de problèmes. Quand ils sont bébés, on stresse parce qu'ils ont la fièvre. On stresse parce qu'ils mettent du temps pour marcher. On stresse parce qu'ils pissent toujours au lit. Oui, ils pissent toujours. Il faut leur mettre des couches tardivement. On stresse aussi parce qu'ils ont mis du temps pour commencer à parler. Et donc, pour moi, c'est un stress qui, bon, je dirais pas, ça arrive, mais bon, je considère qu'on en fait trop en tant que parent.
Et puis j'en fais partie aussi, hein, je suis passé par là. J'ai eu ma dose aussi de stress par rapport à ça. Mais même quand les enfants grandissent, ben, le stress continue, hein, rassurez-vous. Même quand les enfants sont bien âgés, même mariés avec des enfants, ben, les parents continuent à avoir ce stress-là. Mais c'est une autre forme de stress. Ben, déjà, le stress, c'est le suivi scolaire, c'est le devoir, les examens, c'est les, les notes. Ah oui, ben oui, les notes. Ben, quand tu as 0/10 ou que tu as 0/20, ben c'est dramatique. Ah, c'est la fin du monde. Et si on rate une année aussi, c'est l'échec scolaire. Il faut arrêter. C'est pas grave. Si on rate une année, c'est pas grave si on a de mauvaises notes. Moi, je considère ça, c'est comme l'équivalent de l'échec. Ben, il faut tirer les expériences il faut tester les 0/20 aussi dans la vie. Hein. Ça fait du bien de savoir d'être. Même au niveau de l'ego, c'est bien hein, de se retrouver à zéro. C'est un bon test, vous ne trouvez pas? Il y a bon, les maladies, il y a des disputes dans la fratrie entre frères et sœurs ou bien à l'école, quand l'enfant rentre à la maison avec un bel œil au beurre noir ou avec un bleu sur le visage ou sur le bras ou le pied. Et il y a aussi la crise d'adolescence. Moi, j'appelle ça la guerre 14-18. Pour ceux qui ont eu des enfants qui sont déjà un peu plus âgés ou qui sont pleins d'adolescence, ben c'est la réalité. Cette crise qui dure entre 14 ans et 18 ans. Il y a aussi cette inquiétude des parents par rapport à l'absence d'épanouissement des enfants. Il y a des enfants qui sont plus renfermés que d'autres. Ils sont dans leur petit coin, on sent qu'il y a un mal-être et c'est normal que les parents se soucient de cet état de l'enfant. Et puis, l'avenir professionnel des enfants. Ben, non seulement les enfants se soucient de leur avenir et les parents encore plus. Parce qu'on se dit, ben, on est en train aujourd'hui d'investir, parce que la formation, c'est un investissement sur soi, d'investir sur la formation de nos enfants, mais sans visibilité. Est-ce que demain, il y aura des perspectives professionnelles? Et puis, il y a tellement de compétitivité. Aujourd'hui, la formation est très basée sur le côté sélectif. Donc, il faut avoir 19/20 pour aller en fac de médecine. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a 13/20, quand on a 14/20? On exclut du système, on exclut des grandes écoles. Donc voilà, c'est beaucoup de questions, beaucoup d'inquiétudes que se posent les parents aussi. Et ça génère, ça peut être une source de stress. Et enfin, donc la troisième partie que je vais aborder, avant comment surmonter le stress, ben, ce sont les conséquences du stress. Mais la petite dame, elle est dans un mauvais état, la pauvre. Tombée elle s'est évanouie parce que le stress était trop élevé. En fait, il y a différentes situations qui font qu'on peut se retrouver on peut avoir des conséquences assez inquiétantes au niveau de la santé à cause du stress. Ben, il y a l'hypertension artérielle. Donc, il y a des gens qui, même pas tardivement, hein, qui sont à l'âge ils arrivent à la quarantaine, s'ils font pas attention, à la quarantaine, eh bien, ils sont hyper tendus. Hein. Puis mes amis médecins de travail qui sont en train de me suivre en savent quelque chose. Donc, je crois qu'ils en reçoivent régulièrement. Et c'est un peu dommage de se retrouver dans ces situations d'hypertension qui, surtout dues à cette situation de stress qui sont régulières. Donc, alors il y a aussi la hausse du mauvais cholestérol. Hein. On parle du bon et du mauvais cholestérol, ben qui peut générer une maladie cardiovasculaire. La prise de poids, ben, la malbouffe, c'est de manger n'importe comment. L'incitation à fumer et à boire aussi, hein, on pourrait ajouter à boire de l'alcool pour calmer, c'est une façon de libérer, soi-disant, de libérer son stress. Et le manque d'énergie, comme vous l'avez vu, le stress se manifeste par cette baisse d'énergie. Eh bien, on se sent fatigué parce que ça consomme beaucoup d'énergie d'être stressé. Et avoir passé toute une journée de stress, j'en parle en connaissance de cause, il m'arrivait souvent de rentrer chez moi le soir et la seule chose que je disais à ma femme, c'est « je suis fatigué ».
Et c'était systématique. Quand je rentrais à la maison, c'était « je suis fatigué ». Je ne savais pas dire autre chose, mis à part « je suis fatigué ». Et j'étais quand même beaucoup plus jeune que maintenant. Fort heureusement, je ne dis plus ça. Hein. J'ai compris que ça ne servait à rien. J'ai dû travailler sur moi pour être moins fatigué en rentrant chez moi le soir. Et le manque de sédentarité, c'est voilà. Et la sédentarité, c'est-à-dire le manque d'exercice, ça aussi, ça peut être générer le stress, être une conséquence de ce stress et provoquer des maladies cardiovasculaires, mais pas uniquement ça. Il y a d'autres effets de ce stress. Il y a un affaiblissement du système immunitaire et aujourd'hui, on en parle déjà. Ne stressons pas plus qu'il ne faut par rapport à cette pandémie qu'il y a. Donc, par exemple, éviter de trop consommer d'informations. Ça ne sert à rien d'être passé toute la journée devant votre WhatsApp ou devant l'écran de télévision ou la radio pour suivre des informations qui passent en boucle et qui vont entretenir un stress. Nous avons besoin aujourd'hui d'être à 100% de nos capacités et que notre système immunitaire soit au top. Donc, évitons d'être stressés. Alors, il y a aussi, les conséquences, c'est une prise ou perte de poids. Ça peut être donc, bien entendu, au niveau du cerveau, cette sensation d'anxiété, de dépression, trouble de l'humeur, où on est en caractère colérique. Il y a aussi, ça peut avoir un impact sur le sommeil, sur la perte de mémoire, perte d'énergie. Les intestins, diarrhée, constipation, ça c'est un truc qui m'est arrivé lors de ma première expérience professionnelle il y a 25 ans de cela. Et je découvrais le monde professionnel dans une fonction quand même assez stressante. Et moi, c'était, je suis désolé, mais c'était les maux d'estomac en permanence. Donc, c'était pas vraiment marrant. Mais bon, ça s'est passé depuis. Donc, il y a au niveau estomac, les reflux, les nausées, vomissements, les crampes d'estomac, le taux de sucre au niveau du cholestérol. Il y a aussi la baisse de la libido, hein, donc au niveau des organes de reproduction, des muscles, des douleurs, tensions musculaires, on a parlé de courbatures, fatigue permanente et palpitations cardiaques avec une augmentation de la tension artérielle et du rythme cardiaque. Et ça peut être aussi à l'origine du risque de diabète. Donc, vous imaginez toutes ces conséquences qui peuvent être générées par le stress. Alors, est-ce que vous pensez réellement que cela mérite de payer le prix aussi cher au niveau de sa santé pour rester stressé de façon permanente ou de manière aussi fréquente? Parce que quand on voit au niveau de la balance, on est perdant. Vous voyez tout l'impact au niveau de la santé que cela génère, mais c'est une façon de réduire son espérance de vie en restant dans une situation de stress permanente, ou une situation où on entretient cette situation de stress. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut surmonter ce stress. Et c'est le moment que je vais partager avec vous maintenant. Alors, comment surmonter ce stress? Premièrement, c'est apprendre à le gérer. Comment apprendre à le gérer? Bien, déjà, c'est connaître les origines de ce stress. D'où ça vient? Pour éviter que les conséquences. Donc, c'est en fait faire un travail d'anticipation et de prévenir les sources de stress. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le transport? Est-ce que c'est la famille? Parce qu'il y a des gens, il y a certaines personnes qui, dès le réveil, le matin, sont en stress jusqu'au moment où ils rentrent le soir chez eux. Parce qu'ils habitent à 1h30 de leur lieu de travail et que s'ils sortent 5 minutes en retard par rapport à l'heure habituelle, eh bien, ils vont se retrouver dans les embouteillages. Ils vont arriver en retard à leur job. Ils n'auront pas eu le temps de prendre le petit déjeuner. Ils vont arriver en retard à la réunion, au brief matinal au niveau de l'entreprise. On va lui faire la tête. Il va générer du stress durant toute cette journée et en fin de journée, alors la personne est complètement fatiguée, elle va reprendre la route.
Ça va lui prendre 1h30, sinon 2 heures pour arriver chez elle complètement lessivée. Autant prévenir les sources de stress. Ben, si c'est le transport, eh ben, c'est se réveiller peut-être une demi-heure avant pour pouvoir prendre le temps de prendre son petit déjeuner et sortir peut-être un quart d'heure ou 20 minutes avant tout le monde pour avoir l'opportunité d'avoir une circulation qui soit fluide, arriver avant l'heure au boulot, pouvoir prendre son petit déjeuner si on n'a pas eu le temps de le prendre à la maison, de prendre au travail, pouvoir checker ses mails avant de démarrer sa journée. Vous ne trouvez pas que c'est un moyen aussi de prévenir le stress? Le travail, c'est avec qui je travaille. C'est le cadre de travail, c'est comment je travaille. Donc, il y a aussi des choses à régler par rapport à ça. L'environnement familial aussi peut être une source de stress. Et de classer les facteurs de stress du plus impactant au moins impactant. De se dire, ben, finalement, sur l'ensemble de ces stress-là, quels sont ces stress qui m'impactent le plus? Et en fait, de prioriser par ordre décroissant ceux qui m'impactent le plus, de manière à ce que je puisse prévenir ces situations de stress. Parce que ça aura un impact positif sur la qualité de ma vie, sur l'harmonie, mon équilibre de vie. Et grâce à cette réduction de ces causes de stress importantes. Autre élément, c'est vivre le moment présent. Pour ceux qui ont lu le bouquin d'Eckhart Tolle, vivre le moment présent, ben c'est le moment présent que nous vivons aujourd'hui. Vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui, on vit au jour le jour? On n'a pas de visibilité pour demain, tout va bien. Et ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on est tous, et toutes les personnes sont à la même enseigne. Hein. Il n'y a pas de traitement de favoritisme aujourd'hui. On vit tous au jour le jour, donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et donc, le plus important, c'est maintenant. C'est ce moment-là. C'est 7 minutes maintenant que nous partageons ensemble. À mon sens, c'est ça le plus important. Et par rapport au stress, c'est de ne pas faire d'interprétation par rapport à des situations qui ne sont pas encore survenues. Donc, pourquoi on va anticiper ou interpréter un certain nombre d'événements qui n'existent, qui ne sont pas arrivés, peut-être qui n'arriveront jamais. Et éviter l'excès d'imagination qui peut être source de stress. Imaginez un enfant qui est parti en soirée avec des amis et il a promis de rentrer à 1h du matin et qu'à 1h du matin, il n'est pas rentré et qu'on appelle, il ne répond pas au téléphone, ben, on peut s'imaginer le pire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a surtout des images négatives. On a tendance à privilégier les images négatives, on privilégie les scénarios négatifs plutôt que les scénarios positifs. Et pour vivre ce moment présent, c'est créer un environnement mental positif. Avant un événement stressant, par exemple, vous avez un entretien, eh bien, imaginez-vous que cet entretien se passera bien. Alors, autre chose, c'est modifier la vision d'un événement. C'est vrai que c'est très inspirant. Ben, c'est de relativiser l'importance d'un événement. Pourquoi un événement qui est arrivé, est-ce qu'il y a lieu de le dramatiser plus qu'il ne faut? Par exemple, on tombe et on se casse une jambe, on se casse un bras. Est-ce qu'il y a lieu de dramatiser ça, de se dire « Oh mon Dieu, je me suis cassé un bras, c'est grave, c'est la fin du monde », plutôt que de le relativiser, de dire « Bon, c'est arrivé, c'est pas grave ». Ou même aujourd'hui, par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, quelqu'un qui perd son travail, eh bien, ça peut être considéré comme situation dramatique. Alors qu'on pourrait très bien relativiser ça, parce que tant qu'on a notre capacité physique et mentale, on peut se permettre de rebondir ailleurs, qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter, et que c'est peut-être un événement qui va être à l'origine d'un événement heureux, qui va permettre de rebondir sur autre chose. Donc pourquoi dramatiser et augmenter ce stress plus qu'il ne faut? Et choisir les mots pour les qualifier. C'est important aussi le choix des mots. Au lieu de dire c'est catastrophique, on va dire c'est pas grave, ça va aller. Et réfléchir avant de juger ou classer une situation comme négative. Donc ça revient, premier point, c'est de relativiser
par rapport à la gravité ou l'importance de l'événement. Il faut aussi apprendre à rire sans modération. Louis de Funès le faisait à merveille dans ses films et je trouve un plaisir d'aller revoir. Ils sont en train de les passer, je crois, sur M6. C'est la semaine dernière et puis c'est un plaisir de revoir les classiques de Louis de Funès. Oui, riez sans modération, rire à la vie, rire à votre présent sans modération, parce que les enfants rient 400 fois par jour en moyenne, alors que les adultes rient en moyenne seulement 15 fois par jour. C'est quand même triste hein, d'être passé de 400 fois à 15 fois par jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années? Qu'est-ce qui a fait qu'on est devenu moins joyeux que l'enfance? Plus responsable, c'est dû à quoi? Moins résilient ou bien plus stressé? Ben, ce rire, ça permet aussi de libérer les tensions. Ben, un bon moment de rire, ben, on se sent mieux après. Après une situation de stress, on se dit je suis bien. Ça permet de rester positif, d'alimenter le cerveau en oxygène et aussi de masser le ventre et l'appareil digestif en contractant le diaphragme et les abdominaux. Surtout si on s'engage sur un super fou rire, ben on rit de tout notre corps. Hein. C'est de la tête aux pieds qu'on rit et ça fait du bien. Hein. Je ne pense pas que quelqu'un qui rit au fou rire va me dire non, ça c'est pas bon pour la santé. Au contraire, en plus de tout ça, il y a maintenant des yogas du rire. Il y a des gens qui sont prêts à payer pour participer à des yogas du rire de façon régulière pour être en situation où ils vont pouvoir rire sans modération pendant 1 heure ou pendant 1 heure et demie. Alors qu'on pourrait très bien le faire spontanément, au travail, à la maison, en racontant une belle blague ou en regardant un film, une comédie ou autre. C'est simple, c'est pas compliqué et pourtant, ça permet de prévenir et d'éviter le stress. Il y a aussi les cours de théâtre. Le cours de théâtre, ça permet de travailler son souffle, sa respiration et sa voix, donc pouvoir s'exprimer en public naturellement, sans qu'on ait cette boule au ventre, sans qu'on ait peur de donner son point de vue, parce que finalement, c'est ça la problématique. C'est qu'on a peur de donner son point de vue, on a peur d'être jugé, et ça génère un stress permanent. Mais le théâtre, ça permet aussi de rire et partager. C'est de maîtriser l'art de l'improvisation, c'est aussi quelque chose de très très bien. Et ça permet de se livrer devant d'autres personnes, c'est-à-dire se livrer face à un public qu'on ne connaît pas, et de faire en sorte de jouer ce rôle d'empathie vis-à-vis du public, c'est-à-dire de se mettre à la place du public que nous avons en face. Et pour ceux qui avaient assisté à la conférence au niveau de l'agilité comportementale, si vous vous souvenez, on avait parlé du prisme. Eh bien, sortir de son prisme pour entrer dans le prisme de l'autre. Eh bien, à mon humble avis, les cours de théâtre peuvent contribuer largement à être dans cet état où on se met dans le prisme de l'autre. On cherche à comprendre comment fonctionne l'autre et non pas reste focalisé dans notre bulle sur comment nous fonctionnons, mais plutôt comprendre comment l'autre fonctionne. Donc ça aussi, ça permet de prévenir le stress. Prendre soin de son sommeil, oui, c'est des choses simples et pourtant elles sont très importantes. C'est dormir 16 heures de sommeil. Si on a l'habitude de dormir entre 6 heures à 7 heures, 8 heures de sommeil, ben c'est faire 16 heures de sommeil. J'ai cru lire quelque part, alors je ne sais pas, il reste à confirmer cette information-là, que au niveau du sommeil, il faut faire en sorte d'être endormi entre 23 heures et 2 heures du matin. Parce que durant cette tranche horaire, c'est le sommeil réparateur. Et durant cette tranche horaire, c'est là où l'organisme récupère le mieux. Donc, reste à confirmer. J'ai écouté ça quelque part, mais je n'ai pas ni la source. Si quelqu'un a cette source d'information,
qui peut confirmer ou infirmer cette information, ben, je serai ravi de l'écouter. Se préparer à dormir 1 heure avant, c'est-à-dire ne pas être connecté sur son téléphone portable, échanger avec sur les WhatsApp, et puis éteindre son téléphone et dormir. Ben, vous comprenez bien que l'écran du téléphone ou de la tablette tactile ou de l'ordinateur, eh bien, ça joue un rôle d'excitation, excitant vis-à-vis sur la pupille au niveau de l'organisme et du cerveau également. Et ce qui fait que nous avons du mal à nous endormir. On va se préparer 1 heure avant. C'est peut-être faire de la méditation, c'est peut-être prendre un bon livre et le lire, pour prendre une tisane aussi, pour se relaxer, écouter une musique relaxante aussi. Voilà, moi je considère que c'est un processus à mettre en place et que c'est bien d'être dans une situation détendue avant de dormir. Et c'est aussi bien se réveiller. Bien se réveiller, c'est ne pas se réveiller avec le fameux réveil du téléphone portable. On a l'impression que c'est l'alarme incendie qui se déclenche. On sursaute du lit. Non, il faut peut-être mettre quelque chose de plus smooth, de plus relax pour se réveiller. Peut-être une chambre avec, s'il y a une fenêtre, peut-être aérer la chambre, se réveiller doucement. Donc peut-être se réveiller plus tôt que d'habitude, ne pas se réveiller stressé. Parce que c'est important. Donc, c'est aussi surveiller son alimentation. C'est faire des siestes durant la journée de 15 à 20 minutes si vous êtes fatigué. Et ça, c'est quelque chose que moi, je suis un adepte des pauses pendant la journée. Ça ne sert à rien de continuer à travailler si votre corps ne suit plus. Si vous êtes des gens qui êtes plus efficaces le matin, eh bien, faites l'essentiel de focaliser votre travail pendant la matinée. Si l'après-midi, vous avez des coups de barre, peut-être après le déjeuner, des coups de fatigue, ben, offrez-vous, même au bureau, si vous travaillez ou bien une activité libérale, vous êtes chez vous, offrez-vous 15 minutes, 20 minutes de sommeil, vous mettez le chronomètre. Hein. Moi, c'est ce que je fais. Je mets le 15 minutes. Soit je suis dans une situation de sommeil où je dors à moitié, mais en termes d'effet, l'effet est magnifique. Ça me permet de récupérer très rapidement et de pouvoir entamer la deuxième partie de l'après-midi dans les meilleures conditions possibles. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui permet de prévenir le stress. La gestion de l'emploi du temps, je ne saurais le dire et le répéter, je l'avais partagé lors de mes premières conférences. Il y en avait une qui était dédiée sur la gestion, l'emploi du temps et des priorités. Eh bien, c'est de tenir un agenda journalier, savoir exactement quelles sont les activités que vous avez. Peut-être même mettre un créneau horaire pour chacune des activités. Ça permet de savoir à votre niveau quelles sont les activités qui sont… c'est-à-dire combien de temps vous avez consacré à une activité et de contrôler a posteriori pour savoir est-ce que vous avez consacré trop de temps au niveau de cette activité ou peu de temps. Ça vous permet d'ajuster vos agendas jour après jour. C'est de prioriser les activités en fonction de leur importance. S'il y en a certaines qui sont très urgentes, eh bien, il faut les prioriser en premier lieu, ne pas les laisser pour après. C'est de travailler par bloc de temps. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très efficace. Moi, personnellement, je le fais de manière permanente. C'est-à-dire que ma journée, je la répartis en 4 parties. Il y a la partie où je consulte mes mails. Il y a la partie où je passe mes appels téléphoniques. Il y a la partie donc entretien. Et il y a la partie réunion et la partie réflexion. Donc 4 ou 5 parties. Mais je ne mélange jamais ces parties-là. C'est-à-dire que généralement, moi, les appels téléphoniques, j'aime bien les faire en début de matinée et puis en début d'après-midi. Donc, je fais en sorte de regrouper tous mes appels téléphoniques en début de matinée. C'est-à-dire à partir de 9h, 10h, je passe tous mes appels téléphoniques. Après, si je reçois des appels, si les appels ne sont pas importants, pour moi, les appels importants, les plus importants, c'est les appels de la famille. Pour moi, c'est ça le plus important. C'est votre enfant vous appelle,
Peut-être s'il appelle la première fois, vous ne répondez pas. Il insiste, là, vous répondez. Parce que pour moi, la priorité numéro 1, c'est la famille. Après, s'il y a quelqu'un qui appelle, que vous êtes occupé à faire autre chose, ben vous envoyez un petit texto pour dire que vous allez le rappeler. Et vous prévoyez donc de le rappeler à la pause déjeuner ou autre. Mais faites en sorte de vous organiser par bloc de temps. C'est aussi éviter la procrastination, notamment par rapport aux activités qui vous ennuient. Parce que si on vous donne le choix sur plusieurs activités, il y en a certaines qui sont ennuyantes et on se dit je vais laisser ça pour après. Et puis ce après, ben, ça dure, on le reporte au lendemain. Après, ce lendemain devient la semaine, après ça devient le mois. Et une fois on doit livrer ce projet-là, ben, on se retrouve à quelques jours avant la date d'échéance. Et bien entendu, ben, on n'a pas le choix, il faut travailler dessus. Et donc, c'est une source génératrice de stress. C'est aussi chasser les voleurs de temps. Mais les voleurs de temps, ce sont tous ces dérangements que vous avez à longueur de journée. Ce soit les appels, on va dire, que vous recevez. Donc, c'est à vous de décider si vous devez répondre ou rappeler par la suite. Ce sont les gens qui viennent vous déranger alors que vous êtes en réunion. Ce sont les notifications sur votre téléphone. Donc, vous pouvez très bien, si vous le souhaitez, ce sont des choses que je fais moi personnellement. C'est je me mets en off, c'est-à-dire je mets mon Wi-Fi en mode off, c'est-à-dire au niveau de mon téléphone, en mode off, pendant que je suis quand j'ai un travail de concentration, que j'en suis en réunion comme ça, je ne suis pas dérangé par les notifications des téléphones. Il y a plein de voleurs de temps. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez de certains que j'avais partagés avec vous, mais il y en a une série dont on peut se débarrasser et ça nous permet réellement de gagner plus de temps et d'éviter surtout des situations de stress. C'est gérer sa condition physique et je ne saurais le dire et le répéter, de faire du sport. Bon, j'ai mis cette image de jogger parce que c'est une activité physique qui me tient à cœur. Merci pour votre compréhension. C'est pratiquer une activité physique au moins 30 minutes par jour, même maintenant, en situation de confinement. C'est faire en sorte, même chez soi, de faire des activités physiques, faire des abdominaux. Il y a aussi des tas de programmes à la télévision gratuits qui vous proposent des cours de stretching, des cours d'aérobic que vous pouvez très bien faire seul ou en famille. Ça permet d'atténuer le stress. Et c'est vrai que pour ça, la course à pied contribue largement à atténuer ce stress de façon durable et de mieux vivre sa vie, c'est-à-dire, je dirais, d'appréhender les choses avec beaucoup plus de calme qu'avant. En tout cas, de mieux réagir aux situations de stress. Et j'ai vécu moi-même ce changement. J'étais une personne qui était très stressée. Par rapport aux moins de petites situations, on m'arrivait de m'emporter. Parfois, je haussais le ton. Au point de prendre aujourd'hui suffisamment d'auteur par rapport à toutes les situations qui viennent et ne pas réagir, on va dire, de façon spontanée aux différentes situations qui peuvent générer le stress. Et personnellement, c'est tout bénéf. Ce n'est qu'un avantage pour la personne au niveau de son bien-être et au niveau de son équilibre mental, émotionnel et surtout pour sa santé. Donc, la condition physique, c'est important d'en entretenir, je le dis, c'est fondamental. C'est s'accorder aussi des moments de détente, des moments pour soi, rien pour vous. Offrez-vous des moments où vous allez prendre rendez-vous avec vous-même. Ce n'est pas avec vos enfants ni avec votre conjoint, vos amis, mais avec vous-même. Et pour vous écouter vous-même, pour vous isoler quelque part, peut-être même chez vous, écouter de la musique, ben c'est un moment pour soi, pas nécessairement d'aller à la plage. C'est aussi tester de nouvelles activités sportives, culturelles, des choses qui peuvent vous faire plaisir. C'est pour se promener dans la nature. C'est vrai que la nature permet de nous régénérer, écouter le son des oiseaux, de contempler la végétation. Ça, c'est quelque chose qui permet de nous ressourcer et de prévenir le stress. Ça a été dit à plusieurs reprises, le yoga, la méditation.
dans différentes situations pour pouvoir cultiver une pensée positive, pour pouvoir entretenir l'optimisme, pour pouvoir, on va dire, vivre de manière sereine et équilibrée. Ben oui, le yoga et la méditation sont des pratiques qui ont un impact très positif au niveau de la santé. Ça permet de vaincre l'anxiété, de rééquilibrer aussi l'énergie au niveau du ventre, parce qu'au travers des exercices qui sont pratiqués, ça suscite la sérénité, à travailler sa respiration. On a l'impression qu'on respire bien, mais quand on fait le yoga ou la méditation, ben on nous apprend à mieux respirer, à mieux visualiser des choses et surtout à mieux affronter les épreuves de la vie. Donc, c'est une pratique qui est importante et pour ceux qui le font. Moi-même, j'ai commencé à le faire depuis bientôt 2 semaines en ligne et ça se passe super bien. C'est pas, on a l'impression, on dit c'est une pratique pour femmes. Rassurez-vous, messieurs, c'est une pratique pour tout le monde. Pas lieu d'être machiste, c'est le yoga. C'est un pur bonheur, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et je vous le recommande vivement de le pratiquer pour ceux pour les yogis qui le font déjà, qui pourraient même témoigner de leur propre expérience. Donc voilà, globalement, les principaux outils pour pouvoir surmonter le stress. Vous voyez bien que ce n'est pas compliqué de surmonter son stress. Le plus important, c'est de pouvoir faire en sorte de bien comprendre les situations de stress, de mesurer l'impact négatif du stress sur la santé, de se dire est-ce que c'est vraiment ça vaut la peine d'être dans une situation stressée, donc de prévenir et de mener une vie, on va dire, épanouie, équilibrée, pour vivre, je ne dirais pas sans stress, mais pouvoir vivre avec un stress qui est plus raisonnable, plus mesuré. Et je termine par cette citation de Confucius. Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de la gravir. Et je ne peux que vous souhaiter de gravir votre montagne avec la plus belle cérémonie, sérénité et avec le minimum de stress possible.